Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, fut secrétaire générale du Quai d'Orsay et conseiller de Jacques Chirac. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Maurice Gourdeau-Montagne. Bonjour. Se rend-on compte vraiment des conséquences du sabotage des gazoducs Nord Stream? Est-ce que ça peut faire basculer la guerre? Le Kremlin renvoie l'accusation des Occidentaux et pointe du doigt les Américains qui évoquent quant à eux des accusations absurdes. La question est de savoir qui a intérêt à tout cela. C'est effectivement la question parce que pour la première fois, on voit la guerre du théâtre ukrainien sortir. Alors, quelle est la nature de cet acte? C'est qualifié d'acte de sabotage. Qui a perpétré cette destruction des deux pipelines, Nord Stream 1 qui fonctionne depuis 2011 et Nord Stream 2 qui n'était pas encore en fonctionnement mais dont les essais ont été faits et donc qui est actuellement rempli de gaz. Donc le problème c'est qu'il va falloir attendre au moins 3 semaines, disent les spécialistes, pour vérifier exactement la nature des dommages. Et puis il y a la question de comment en est-on arrivé là. Alors est-ce que ça s'est fait par voie de drone aérien? Est-ce que ça s'est fait par des sous-marins? Il paraît difficile d'avoir envoyé des plongeurs à près de 100 mètres de profondeur. Donc qui a fait ça? Est-ce que c'est un État? Est-ce que ça a été sous-traité par un État? Ça va donner lieu, à la demande des Russes, à une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui. La France est en présidence du Conseil de sécurité. Alors on dira le Conseil de sécurité ne sert à rien. Si, ça sera l'occasion d'écouter ce que disent les uns et les autres. Pour le moment, on n'a pas la solution. Mais ce que ça montre, et c'est là où c'est sérieux et où c'est un avertissement pour tout le monde, c'est que cette guerre s'étend et que nos infrastructures sont vulnérables. Donc là, c'est le gaz, ça peut être également des pipelines pétroliers, puisque le transport du pétrole russe se fait toujours par voie de terre, vers certains pays. Ça peut être des câbles sous-marins, des câbles optiques, etc. Donc on est dans une situation de vulnérabilité qui ne fait qu'amplifier l'intensité de la guerre et on passe à une phase supérieure. Phase supérieure, vous venez de dire, Maurice Gourdeau-Montagne, par ce sabotage, que le conflit est sorti d'Ukraine? Le conflit est sorti d'Ukraine, il ne faut pas non plus exagérer. Pour le moment, le conflit militaire, stricto sensu, est en Ukraine. Mais ça montre bien que toutes les installations qui ont été faites dans le cadre de cette interdépendance économique qui a été construite au cours des décennies passées, est mise en péril. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les dommages sur ces deux pipelines ne sont pas réparables de sitôt. Donc même si on revenait à une situation de paix après un cessez-le-feu et à des réparations sur les dommages qui ont été faits, il faudra sans doute des années pour remettre ces pipes en circulation, pour l'hypothèse où la paix reviendrait un jour proche. Alors il y a 2 événements majeurs, c'est ce sabotage des gazoducs, il y a aussi les référendums d'annexion. Comment, Maurice Gourdeau-Montagne, va-t-on un jour prochain ou peut-être lointain reprendre des territoires annexés par la Russie et considérés comme russes? Est-ce qu'un jour on pourra espérer les reprendre? Alors je crois qu'il faut bien resituer ça dans ce qu'a annoncé le président Poutine. D'une part, devant les déboires qui sont ceux de l'armée russe, incontestablement, qui n'ont pas été prévus, il y a une réorganisation. Et puis on passe au cran supérieur. Premièrement, on décrète une mobilisation partielle. 300 000 réservistes, ça ne se passe pas si bien. Néanmoins, ils vont rentrer dans le rang, mais il faudra des semaines et des semaines avant de les envoyer. On fait des référendums. On annonce des référendums sur 4 territoires. Et ces référendums, évidemment, qui sont des référendums truqués, des référendums qui ne sont pas faits selon le droit international, parce que ça existe, les référendums pour des transferts de territoire. On l'a fait en France avec la Sarre en 1955, qui a été restituée à l'Allemagne. Mais là, on se retrouve dans une situation où il y a évidemment une grande majorité de voix positives. Ça s'est fait sous la contrainte. Et après ça, l'étape suivante, c'est, comme vous le dites, les annexions. Les annexions, ça veut dire effectivement que désormais, ces territoires seront des territoires russes. Oui. Et dans la doctrine des Russes, on peut installer ce qu'on veut sur des territoires qui vous appartiennent. Et en revanche, l'Ukraine, désormais, si elle souhaite récupérer ces territoires, s'attaquera à des territoires devenus russes. Et donc, l'intégrité territoriale russe est sacrée. Et c'est là qu'on entre dans le 3e aspect des annonces du président Poutine de la semaine dernière, qui sont le nucléaire. Si vous touchez à mon territoire, à ce moment-là, ce n'est pas du bluff, je peux mettre en œuvre les armes, et nous avons des armes
nucléaire supérieure à celle de l'Occident. Vous avez parlé, Maurice Gourdeau-Montagne, de la mobilisation. Poutine a sonné cette mobilisation partielle. On y voit beaucoup de résistance, c'est réel. Les Occidentaux veulent y voir peut-être un peu plus ou un peu trop. C'est la question que je vous pose. Ils voient un Poutine acculé, peut-être même une forme de révolte, non pas de palais, mais en tous les cas presque un assaut du Kremlin, un Poutine qui pourrait être sorti ou dégagé. Est-ce que c'est un scénario plausible des prochains jours, mois ou années ? Il est certain, pour ce qu'on en sait, que la situation du président Poutine n'est pas celle qu'il aurait souhaité. Il voulait, en 3 semaines, régler le problème de l'Ukraine comme il avait réglé le problème du Kazakhstan quelques mois auparavant. Bon, là, la situation fait que la population russe tout entière est impliquée puisqu'il y a, on parle du mot guerre, et c'est une mobilisation partielle, 300 000 réservistes qui sont appelés. Ce n'est plus une opération spéciale avec des quelques conscrits et surtout des contractuels, donc avec une armée professionnelle. Donc là, Poutine se place en responsabilité par rapport à son peuple. Mais ce qui se passe aussi, c'est que la population, qui somme toute était devenue assez indifférente, comme on avait pu le constater cet été, assez indifférente au développement de la guerre en Ukraine, sauf pour les familles concernées par, évidemment, des fils ou des parents Bien tués. sûr. Mais c'était des contractuels, donc certains vous diront vulgairement, c'était le risque du métier. Là, aujourd'hui, c'est la population elle-même. Et donc, on sort de l'indifférence. Et pour la première fois, parce qu'il y a des réseaux sociaux, on sait que la population n'est pas satisfaite. On le voit chez les Russes eux-mêmes. On voit d'ailleurs que ça se passe. On a vu l'affaire du fils Peshkov. Il y a évidemment des gens qui vont être des embusqués, comme on dit dans les guerres chez nous. Et puis il y a les populations périphériques. Le Daghestan, la Bouriatie, vous avez ces populations de la Fédération de Russie. N'oublions pas que la Russie est un pays multiethnique. Est-ce et donc qui se révolte. Un ferment de révolte par rapport au Kremlin et à Poutine? Alors, est-ce que c'est un ferment de révolte par rapport au Kremlin? N'oublions pas qu'on est dans un régime policier et que quand la sécurité intérieure et extérieure est concernée, le régime policier ne fait qu'amplifier ses moyens. Donc pour l'instant, Poutine est là, il n'est pas encore sorti. Vous parlez de révolution de palais, on n'est pas encore dans la révolution de palais. Et il y a l'escalade, nous avons parlé du sabotage, nous avons parlé de ces référendums d'annexion. Il y a quelques mois, quand on vous recevait ici même, Maurice Gourdeau-Montagne, on a reçu également Henri Guénaud, etc., vous faites partie de ceux qui alertent depuis longtemps en disant où sont les chercheurs de paix. Alors le mot, on ne l'entend plus du tout aujourd'hui de paix. Le mot paix n'est pas. Enfin, il y a eu des recherches de paix. On peut dire que par la manière dont le président de la République a continué à entretenir un dialogue avec le président Poutine est une manière de continuer à maintenir le fil de la paix. C'est comme quand une réunion du Conseil de sécurité a lieu, eh bien, chacun donne un point de vue, on recherche la paix. Mais y a-t-il véritablement des initiatives de paix? Je ne les vois pas. À part la Chine, qui pour ses raisons propres a parlé d'une recherche de cessez-le-feu nécessaire à partir de maintenant, à part l'Inde, on n'entend pas beaucoup le mot paix parce que, globalement, ce que je crois profondément, c'est que le combat est un combat stratégique entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis veulent défaire stratégiquement la Russie. Et d'ailleurs, on le voit parce que aujourd'hui, les États-Unis viennent de décider encore de livrer des missiles à longue portée, plus d'armes. Donc la guerre se poursuit et défaire la Russie, ça veut dire essayer de casser l'axe entre Pékin et Moscou. Maurice Gourdeau-Montagne, là, vous nous décrivez une guerre, c'est un face-à-face entre les États-Unis et la Russie. Et où sommes-nous? Où sont les Européens? Ce sont les Américains qui dirigent tout? Alors, les Américains ne dirigent pas tout. Les Américains sont dans ce combat stratégique pour affaiblir effectivement l'axe Pékin-Moscou. Nous, les Européens, la France essaye d'exister, l'Europe en tant que telle a adopté des sanctions, l'Europe a ses propres difficultés. Est-ce que l'Europe ne pourrait pas avoir une voie plus en recherche de la paix? C'est extrêmement compliqué. Le vrai sujet qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a eu une agression d'un pays qui est la Russie sur un pays indépendant. Personne ne l'oublie. Mais est-ce que c'est notre intérêt d'affaiblir aussi la Chine? Ça, c'est l'objectif affiché des Américains. Est-ce que c'est de l'intérêt des Européens et plus singulièrement des Français? Il y a un risque aujourd'hui qui est celui d'avoir une présence américaine renforcée en Europe. La bévue, la méprise du président Poutine, c'est qu'effectivement, au contraire de ce qu'il pensait, il y a aujourd'hui plus de présence américaine sur le continent européen qu'il n'y en avait avant le début de cette intervention militaire et de cette agression en Ukraine. On le voit avec l'OTAN. 23 pays désormais sur 27 sont membres de l'OTAN. On le voit avec les livraisons d'énergie, de gaz naturel liquéfié qui viendront des États-Unis. Bref, le levier américain sur le continent européen et sur l'Union européenne est beaucoup plus fort que jamais. Alors,
est-ce que nous ne devrions pas, en Europe, rechercher un contact plus précis avec ceux qui sont en dehors? Je pense à cette théorie qui s'appelle maintenant, qui est définie par les Indiens, qui s'appelle non pas le non-alignement, mais le multi-alignement. Le multi-alignement, c'est-à-dire que beaucoup de pays, l'Inde, la Turquie en tête, vont là où c'est le plus intéressant pour elles, pour ces pays, pour les populations. Je vois le président de l'Indonésie qui dit « Moi, la guerre en Ukraine ne me concerne pas, c'est l'inflation et nourrir mon peuple qui sont mes deux priorités. » Nous avons une priorité qui est une priorité sur notre sol européen, qui est d'avoir la paix. Donc ça s'ajoute, je dirais, à ces préoccupations-là, bien entendu. Mais est-ce que nous ne devrions pas nous déployer plus sur d'autres terrains? En posant la question, vous donnez la réponse. J'entends parler néanmoins... C'est-à-dire, la question, Maurice Gorde-Montagne, je vous la pose directement, est-ce qu'on ne se réunit qu'avec ceux qui ont le même avis que nous, les Européens? Est-ce qu'on voit aussi le reste du monde à part notre nombril d'occidental? Je crois que le risque que nous avons tous, c'est de voir cette crise à travers un européanocentrisme trop important. Il faut essayer de voir à travers le point de vue des autres. La France essaye de le faire. L'Assemblée générale des Nations unies a été l'occasion de multiples contacts. Mais est-ce qu'il n'y a pas utilité à un moment ou à un autre, qui n'est peut-être pas mûr, et je sais que nos diplomates y travaillent, notre diplomatie y travaille, d'amplifier le contact avec des grands partenaires qui, eux, sont entre les deux et n'ont pas pris parti ni pour l'un ni pour l'autre. Vous faites partie, Maurice Gorde-Montagne, des diplomates qui ont connu vraiment toutes les, j'allais dire, les conflits contemporains, les grandes crises, les tensions. Vous avez été conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Comment on est vu, comment on est appréhendé aujourd'hui, je veux dire, par le reste du monde, par les Africains, par les pays arabes? Hier, ici, à ce micro, l'historien Jean-François Colosimo disait attention, est-ce qu'on n'a pas perdu ce qui nous singulariser la France, c'est-à-dire cet équilibre, cette manière de regarder le monde différemment? Alors la France continue à se vouloir puissance d'équilibre. Il faut avoir les moyens d'être une puissance d'équilibre, il faut savoir parler avec tout le monde, ce que nous essayons de faire. Le faisons-nous suffisamment? Je me pose la question. Je crois qu'il y a aujourd'hui des différences, il y a une manière de voir le monde différemment. L'interprétation du monde par les Occidentaux n'est pas la manière dont le monde est vu par les autres. Est-ce que nous ne sommes pas assez proches? Alors nous essayons de le faire, mais je crois qu'à certains moments, il est important de savoir se sortir du lot. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Et prendre du surplomb, comme le président Chirac l'avait fait avec la guerre en Irak, être capable de dire « Non, je ne vous suis pas parce que vos intérêts ne recouvrent pas exactement les miens. Et donc j'ai mes intérêts avant les vôtres. » Comment les Africains dans les pays arabes nous perçoivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Je pense qu'ils nous reprochent, c'est très difficile à dire parce que nos efforts sont considérables dans tous ces pays, mais ils nous reprochent sans doute un manque d'écoute. Est-ce que nous nous mettons dans la peau de ceux qui sont en face de nous? Est-ce que nous prenons assez en compte ce que j'appelle la transition générationnelle, qui est très importante? On la voit partout. Aujourd'hui, il y a de nouvelles générations qui arrivent au pouvoir. Dans un certain nombre de pays, ce sont les générations post-indépendance. On le voit en Chine, c'est la génération de l'enfant unique qui arrive au pouvoir. Bref, les catégories de pensée dans lesquelles nous avons travaillé pendant des décennies, aujourd'hui, sont en train de passer de mode. Et donc, il faut savoir s'adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui et pas au monde dans lequel nous avons appris à être dans le passé et qui est en train de disparaître. Y a-t-il aussi un risque de voir ou de traiter les choses, les événements avec une géométrie variable, dirons-nous? Je pose la question depuis quelques jours sur un autre conflit. Par exemple, Maurice Gorde-Montagne, ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, conflit un peu oublié dont on parle peu. Est-ce que nous sommes coupables d'être trop prudents, pas assez audibles sur ce conflit et finalement de ne pas taper du poing sur la table puisque nous avons signé, nous, Européens, un contrat pour le gaz avec l'Azerbaïdjan qui s'essuie les pieds sur la souveraineté arménienne? Comment faire dans ce cas-là pour donner des leçons ailleurs? Alors le vrai sujet, vous l'avez mentionné, c'est la géométrie variable. Nous sommes souvent perçus par beaucoup de pays, le reste du monde, je dirais, qui n'est pas le monde occidental, qui n'est pas le monde de l'OCDE dans lequel nous appartenons. Finalement, c'est cette vingtaine de pays qui fonctionnent avec des règles de gouvernance pas mal, mais qui ne s'applique pas au reste du monde. Et nous cherchons à appliquer à d'autres des règles que nous n'appliquons pas à nous-mêmes. Et je pense en particulier dans le conflit ukrainien, nous cherchons à appliquer à la Russie, l'agresseur, des règles que nous n'avons pas appliquées aux États-Unis, agresseurs en Irak, par exemple. Il y a eu la Libye, il y a le Yémen, il y a le conflit du Tigré, alors qui est un conflit interne à l'Éthiopie. Néanmoins, nous sommes perçus comme des pays à géométrie variable. Et nous sommes perçus comme un pays qui s'intéresse plus
à sa proximité qu'à, je dirais, d'autres conflits tout aussi importants. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est un conflit qui, comme le conflit ukrainien, résulte du découpage des ex-républiques soviétiques tel qu'il a été décidé dans les années 30 par Staline. Et le seul objectif de l'époque, c'était effectivement de créer la division à l'intérieur de ces républiques soviétiques pour éviter les phénomènes nationalistes. Et donc, dans la situation, vous avez effectivement des Arméniens en Azerbaïdjan et des situations inextricables comme celle du Nagorno-Karabakh. La France est très impliquée. La France considère généralement que l'Arménie est une sorte de cause nationale. Nous avons en France des Arméniens qui sont des citoyens français qui vivent ça dans leur chair, après le génocide. Et donc, il est important de reprendre l'initiative diplomatique, notamment à travers le fameux groupe de Minsk, un autre groupe de Minsk, dans lequel nous sommes responsables avec les Russes et les Américains, et de faire en sorte que les suites du conflit de 2020, qui a tendance à reprendre maintenant avec des morts, eh bien que ce conflit s'arrête sur la base de négociations entre Azerbaïdjan et Arménie. Et ainsi nous retrouverons la France puissance d'équilibre comme autrefois quand vous étiez conseiller de Jacques Chirac notamment. Merci Maurice Gourdeau-Montagne, merci à vous pour cet éclairage, bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.